Bonjour à tous. Donc merci d'être là en fait. C'est cool de voir autant de personnes qui sont intéressées sur les web components. Donc on va essayer de faire ça en 1 heure. Pas trop perdre de temps. Donc je parle beaucoup, donc ça va être. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc on va faire un peu durer le suspense vu que je pense qu'il y a des gens qui vont encore arriver. Donc on va juste faire une petite intro vite fait. Donc est-ce que ça marche? Ouais, ça marche en fait. Donc je me prends un peu pour Steve Jobs. C'est pas très grave, mais voilà. Okay. Donc, je me présente, je m'appelle Barry Boubacar. Vous pouvez m'appeler Bouba, Barry, c'est comme vous préférez. Donc, je suis Open Source Engineer à Aegis. Donc, qu'est-ce que c'est Aegis? C'est juste une EdTech company, ils appellent ça. Donc, c'est une boîte en fait qui donne des trainings à la base. Et donc, on est dans les nouvelles technologies, donc tout ce qui est JavaScript, mais aussi du .NET. Il y a des gens ici qui, si je dis pas .NET, vont vouloir nous tuer. Et voilà. On fait aussi tout ce qui est DevOps, donc du Docker, du Kubernetes. Donc, on fait toutes les nouvelles technologies, en fait. Donc, on essaie vraiment d'être à la pointe. Donc, on fournit des trainings qui sont assez advanced dans ce domaine-là. Et par moment, on fait un peu de consulting quand on nous demande. OK? Donc, pour ce talk, je ne serai pas tout seul, en fait. Donc, j'introduis. Mais il y a d'autres personnes qui vont se joindre. Donc, Milenko, qui est là. Qui est aussi Open Source Engineer à Aegis. Et Victor, qui est là, en fait, aussi. Ok, donc ils sont juste là en attendant, mais vu que je fais l'intro, je suis sur la scène. Ok, donc je pense qu'on va commencer. On va voir s'il y a encore des gens qui veulent se joindre à nous. Prenez place. Donc, pour commencer, on va parler un peu de Modern Web Development. Donc, nos slides seront en anglais, mais je vais essayer de parler ça en français complètement. Donc, on est en 2018 et juste une question. Qui est développeur web ici? Juste pour... Ouais, donc vous êtes tous des experts en JS, donc je peux la tracer en fait. C'est cool, c'est cool. Ok, donc si on doit parler un peu du travail de développeur web en 2018, en fait, je pense que cette image résume très bien ce qu'on est en train de faire pour l'instant. Ok? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est en train de travailler sur des composants. Donc, vous avez des petits building blocks, comme des Lego. Et votre but, en fait, c'est de créer, en fait, une application. Que vous fassiez du JS en vanilla, que vous fassiez de l'Angular, que vous fassiez du Vue, du React ou n'importe quel framework qui existe, en fait, au final, ça se résume à jouer avec des Lego. Hein. Donc, on crée des petites applications, mais au final, on joue avec des Lego. C'est très simple, ok? C'est pas très magique, mais au final, c'est ça, ok? Et donc, en fait, avec le temps, on a appelé ça juste pour mettre ça super intéressant, parce que bon... On est quand même en web, et le front-end, c'est devenu super cool ces dernières années. On appelle ça Component-Based Architecture. Okay, donc, en fait, on construit toute l'architecture de votre application sur base de composants. Donc, on crée des composants qu'on combine ensemble, et après, on crée un nouveau composant, et donc on crée une application. Okay? Pour pouvoir créer des composants, c'est très simple. On a plusieurs providers, en fait. Donc, on a du Vue, du React, de l'Angular, de l'Ember, du Stencil, même peut-être jQuery, même si ce n'est pas vraiment le cas. Si vous en faites encore, ce n'est pas vraiment le cas, mais on peut encore discuter. Donc en fait, vous avez beaucoup de choix. Et donc en fait, réellement, que vous preniez l'un ou l'autre, au final, vous faites la même chose. Juste en fait, vous prenez... c'est comme si vous preniez du café, vous prenez un autre goût en fait. Mais au final, ça fait le même boulot, quoi. Okay? Il y a juste un petit problème quand on utilise tous ces providers-là. À votre avis, est-ce que vous avez déjà essayé de mélanger du React avec du Vue ou du React avec de l'Angular? Est-ce que vous avez déjà essayé de faire cette folie? Non? Personne? Mais en fait, si vous essayez, il y a de fortes chances que ça ne marche pas en fait du premier coup. Ça risque de ne pas fonctionner parce qu'en fait, c'est deux providers qui sont complètement distincts. Ils n'ont pas été pensés de la même manière et de base, en fait, il n'y a aucune interopérabilité entre les deux. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre, mais en fait... vous êtes un peu coincé, donc ça ne va pas fonctionner. Et donc, on se retrouve avec un gros problème pour l'instant qui est, ce serait cool d'avoir une technologie qui permettrait d'avoir cette interopérabilité parfaite, en fait. Et donc, c'est ce qu'on va discuter en fait, pendant 1 heure, c'est les web components. Okay? Donc, les web components, en fait, c'est quoi? C'est juste, en fait, un composant qui est plateforme agnostique. Donc, en fait, on a le maximum d'interopérabilité. Pourquoi? En fait, c'est built-in dans le browser, donc mieux que ça, vous ne pouvez pas trouver, quoi. Donc, c'est directement dans tous les browsers qui sont en train d'implémenter. Et donc, en fait, si vous utilisez ça, vous êtes compliant avec tous les browsers. Donc, automatiquement, tout va fonctionner.
Il y a juste un petit souci, c'est qu'en fait, Web Component, c'est un abus de langage. Donc en fait, tout le monde dit on est en train de faire des Web Components, mais en fait, c'est un abus de langage. Ça ne veut pas dire ça. En fait, Web Component, c'est 3 technologies derrière. En fait, si vous ne savez pas, c'est HTML Template, Custom Element et Shadow DOM. Donc, on va aller à travers ces 3 exemples et expliquer un peu comment on va faire un simple Web Component. On va utiliser les buzzwords un peu. Ok. Donc, ce qu'on va construire, c'est ça. Donc, c'est vraiment super compliqué comme application. C'est une simple carte, en fait. Donc, la carte, elle a quoi? Ben, elle a une image, un content et un footer. Donc, vous voyez là, c'est vraiment du simple HTML à côté. Rien de savant, je n'ai pas fait ça très compliqué. Et donc, vous voyez bien, bon, on a eu notre l'aide de notre designer, parce que bon, j'aurais pas pu faire ça tout seul, hein, faut être franc, je fais du code. Mais faire du design comme ça, c'est pas bon, c'est trop compliqué pour moi. Donc, on a fait un peu de design, le style, je l'ai caché. C'est normal, c'est dégueulasse. Donc le but, voilà, on a une carte, donc une grande carte, on a une carte image qui est juste en fait une image, on a un carte component et on a un carte footer. Maintenant on se dit, ok, ça fonctionne, c'est comme ça qu'on l'aurait fait à l'ancienne. Bon, maintenant, bon, on a dit qu'il y a 3 technologies, HTML template, bah, faudrait peut-être utiliser ces templates. Et donc, le premier, c'est, qu'est-ce que c'est un template en fait? Mais en fait, un template, c'est quelque chose qui est déjà dans le browser depuis quelques années et qu'en fait, vous avez peut-être déjà utilisé. Si vous faites du Vue, c'est sûr que vous l'avez utilisé. Si vous faites de l'Angular, indirectement. En React, c'est un peu plus rare. Mais donc, en fait, c'est juste un tag que vous obtenez directement dans le browser qui s'appelle template. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien de magique. OK? Et donc, simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de code. Donc, on a un index.html. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben, on va mettre tout le code qu'on a besoin. Donc là, par exemple, je prends la carte, je lui mets un ID vite fait juste pour pouvoir le récupérer dans le DOM. Donc, je mets juste le template, je mets le style. Si ça vous effraie, c'est normal. En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert que vous pouvez mettre des balises style comme ça dans votre HTML. En fait, ça marche. Et donc, ça fait fonctionner le CSS. C'est fou, mais ça fonctionne. Donc là, on vient juste de mettre le style, la div, et voilà. Donc, c'est très simple. Il n'y a rien de savant. C'est juste, on a déplacé l'HTML qui était là, on l'a découpé, on l'a mis dans les building blocks. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose pour l'image. Donc, même chose, on a une image super cool. On a un SRC, un alt. On fait la même chose pour le content. Même problème. Bon, j'ai caché le style parce que ça commence à prendre un peu trop de place. Et on a le footer. OK? Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai séparé toutes ces parties que j'avais au début, mais en différents templates. Simple. À votre avis, j'ai mis ça dans l'HTML. OK? Donc j'ai 4 templates, simples, ceux que je vous ai montrés maintenant. Mais en fait, il n'y a rien qui s'affiche. À votre avis, vous savez pourquoi? Hein? Ouais, mais je les ai appelés, j'ai mis des tags. Ah, ok. Ouais, c'est à peu près ça, en fait. T'as raison. Tout à fait. Donc, en fait, par défaut, si vous mettez les templates dans l'HTML, ben, ça fait ça. Une page blanche. Donc, vous êtes là, mais ok, mais on m'a dit que ce truc-là fonctionnait, en fait. Et, ben non. En fait, c'est très simple. Par défaut, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est juste, je zoome un tout petit peu. Allez. Vous voyez ici, quand je mets le template, vous voyez document fragment, en fait. Donc, en fait, quand vous mettez un template, c'est dans le DOM, mais sans être dans le DOM, en fait. Donc, vous le voyez dedans, parce que, bon, le navigateur vous le montre, mais en fait, réellement, c'est un fragment. Et donc, tant que vous ne prenez pas le contenu de votre template, vous le mettez à l'intérieur, ben, ça ne va pas s'afficher. Donc, monsieur avait raison. Donc, si vous ne l'appelez pas réellement, eh ben, il n'y a rien qui va se passer. OK? Donc, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. On va revenir à l'ancienne, les gars. Donc, je sais que personne ne fait ça maintenant. Ben, les gars, c'est du vanilla JavaScript, c'est super cool. Vous avez tous oublié, hein. Je suis quasi sûr. Si je demandais à quelqu'un d'écrire ça, il va dire, mais purée, comment on fait ça encore? Donc, on va utiliser le document query selector. On lui donne un sélecteur pour récupérer le template. Simple. Pas très compliqué. Puis, et là, c'est ça qui devient intéressant, on récupère le contenu template, en fait. Donc, en fait, le document fragment, on le récupère. On dit, ben, ok, on va le sauvegarder. Et après, ben là, on revient à l'ancienne, on va créer un peu de l'HTML. Donc, on prend le body, on ajoute, on prend le template. Bon, on fait un clone parce que c'est super cool de ne pas remettre toujours le même élément. Et ce qui est bien avec les templates, c'est que quand vous faites un clone, si c'est le même template, ben, le browser est assez intelligent pour ne pas le recompiler. Donc, faites des clones, c'est super performant. OK? Donc, je clone la carte, je l'ajoute dans le body. Puis, je prends la même chose, je fais OK, on récupère de nouveau la carte. Et puis, on fait quoi? Ben, un append child, donc on ajoute tout le reste. Simple.
Donc c'est très très archaïque. Vous allez me dire, oh là là, attends, moi je fais du React, je fais de l'Angular, je fais plus ce genre de conneries, quoi. Ouais, mais c'est comme ça que ça marche derrière, ok? Donc on est un peu des puristes, et donc en fait on se retrouve avec ça. C'est cool, on a tout récupéré, ça fonctionne, c'est génial. Ok? Le truc c'est que je trouve que c'est un peu casse-pied d'écrire ça comme ça, et donc on arrive à une autre question que je me dis, bah franchement, si on regarde Angular, React, Vue, ben eux ils écrivent pas template, hein? C'est pas cool, eux ils écrivent ça, ce serait super cool d'avoir la même chose en fait. Donc on se dit, ouais ok, on va faire la même chose en fait, j'aimerais avoir la même chose. Ok? Et donc en fait on arrive à la deuxième technologie qui s'appelle les Custom Elements. Custom Element en fait pour dire Custom HTML Element. Donc en fait ce qu'on va faire maintenant c'est on va créer des Custom HTML. Donc vous voyez la div, vous voyez le A, ben on va créer la même chose, mais avec ça. Ok? Donc on part de ceci. Donc si je vous dis ça, ben c'est juste un HTML tag. Bon, un peu bizarre, mais c'est un HTML tag. Okay? Et donc, pour pouvoir créer un custom element, ben, on va utiliser une classe. Donc, ça c'est, heureusement que ceux qui ont suivi le cours, le talk d'avant, ben, vous savez que dans la dernière version de JavaScript, ben, on peut utiliser des classes. Donc, pour tous les gens qui font du Java et du C#, c'est genre génial. On est enfin revenu à ça, c'est cool. Et donc, c'est simple. Pour créer un custom element, en fait, c'est on extend un HTML element. Ben, vous voyez bien l'idée, c'est on prend un HTML element et on crée une sous-classe à ça. Donc, on crée un custom element. Okay? Donc, c'est très simple. Ben, je n'ai pas besoin d'expliquer. Je pense que les gens comprennent c'est quoi l'extend. Donc, on fait de l'héritage. Simple. Et après, ben, très simple. On a accès à une méthode qui se trouve dans le browser qui dit, ben, définis-moi le custom element. Donc, chaque fois que vous créez un custom element, en fait, vous devez le register. Sinon, il ne le connaît pas. Voilà. Si vous ne le déclarez pas, ben, le browser te dit « Ok, Coco, mais je ne sais pas c'est quoi ce truc-là. » Okay? Et donc, ben, vous êtes obligé de faire ça. Donc, vous prenez la classe et puis vous le mettez là. Et vous voyez ici, il y a un petit truc bizarre, c'est que je suis obligé de mettre des dash. Pourquoi j'aurais pu écrire CE majuscule card? Parce que bon, voilà, dans tous les langages, on utilise notre syntaxe. Ben, en fait, vous êtes obligé de l'écrire comme ça. Donc, c'est une des règles des custom elements. Vous êtes obligé de mettre des tirets. Donc, pour tous vos noms, vous êtes obligé d'avoir des tirets dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes obligé de les préfixer. Pourquoi? C'est très simple, c'est pour éviter les collisions. Parce que demain, vous allez créer un super pop-up, et puis l'HTML 7 ou 8, 9, 10 va rajouter un pop-up. Et ça va péter. Et donc, pour éviter ce genre de conneries-là, ben, ils se sont dit, ok, on va forcer tout le monde, très simple, on ne va pas se prendre la tête, tout le monde doit préfixer. Donc, tout le monde doit utiliser des dash. Donc, vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. C'est pas beaucoup, c'est un tout petit prix à payer pour éviter les problèmes dans le futur. Un tout petit, c'est juste des dash. Okay? Et donc, après cela, ben, on se dit, si on affiche juste ce code-là, ben, en fait, il n'y a rien qui va s'afficher parce qu'on a juste déclaré une classe sans rien. Donc là, on se dit, ok, on va peut-être rajouter le template. Et donc, vous vous rappelez le template qu'on a créé là? Ben, c'est là qui revient en fait. Donc là, on se dit, ben, on va récupérer l'image, son template, on va récupérer le contenu, comme d'habitude, et puis on va faire quoi? Ben, on va l'ajouter dans le DOM, dans le tag en fait. Ok? Et donc là, vous voyez, magic, ça fonctionne. Et vous avez vu, en plus, on utilise bêtement une carte, quoi, donc ça marche. Donc on vient de créer un HTML tag, hein, en une ligne, quoi, quelques lignes de code, quoi. Genre, on n'a même pas eu besoin de transpiler, utiliser du React, du Vue, l'Angular, tout ça, vous oubliez, tu vois. Vous avez vu, c'est beau, hein, c'est simple, pas trop compliqué, c'est simple. Donc ça marche, je vous ai pas menti. Pas encore. Ok? Et donc là, on va vite revenir sur cette classe parce que bon, vous vous dites, ok, ouais, c'est bien, mais j'ai pas compris ce truc-là en fait. C'est quoi Connected Callback? Ben en fait, dans le Custom Element, comme dans tous les frameworks que vous voyez, vous avez des life cycles en fait. Pour pouvoir interagir quand on crée le composant, ben, pouvoir interagir au moment de sa création. Il y a différentes étapes qui peuvent apparaître. Ben, l'une d'elles, c'est Connected Callback. Donc en fait, dans le Custom Element, vous avez le Connected Callback, c'est au moment où on prend l'élément et on l'ajoute dans le DOM, donc on fait un insert dans le DOM, ben cette fonction est appelée en fait. Donc si vous voulez faire des initialisations de choses au moment où j'ajoute l'élément dans le DOM, c'est là-dedans qu'il faut le faire. Et en fait, vous avez d'autres lifecycles. Vous avez le constructeur, qui est vraiment fait pour les one-time initialization. Donc c'est vraiment le init, le premier init que vous avez droit. Vous avez le disconnected callback, ben disconnected, c'est au moment où vous faites un remove du DOM. Simple. Et en fait, le dernier, vous avez attribute change callback. Et là, ça c'est un peu plus compliqué.
Parce que vous dites, ok, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ok, ben, il faut d'abord revenir à ce que c'est un attribut. Donc en fait, qu'est-ce que c'est un attribut? Si on revient à l'HTML pur, ben, un composant, quand vous mettez src ou n'importe quoi au-dessus, c'est ce qu'on appelle un attribut en fait. Donc on aurait pu créer notre composant de telle manière-ci, en lui mettant src, en n'encodant pas le link à l'intérieur. Quand vous bossez en React, en Angular, ben, on appelle ça des props, des inputs ou des props. Donc en fait, un attribut, c'est ça, c'est ce que vous utilisez dans les autres frameworks. Et donc, si vous voulez écouter en fait le changement qui peut se passer sur cet attribut, en fait, vous êtes obligé de faire deux choses. Un, enregistrer que l'attribut existe et que vous voulez l'observer. Deux, à chaque fois qu'il va changer, vous avez l'attribut change callback. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir le nom de la propriété qui a changé, son ancienne value et son nouvelle valeur. En fait, ça, c'est un peu le onChange en Angular et toute la gestion que fait React. Donc, en fait, c'est des choses que vous connaissez. Jusque-là, bon, je suis d'accord avec vous, c'est pas très sexy. C'est vraiment pas sexy. Mais voilà, il faut un peu perdre quelque part, sinon on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Ok? Donc ça, c'est juste un syntaxe de base. Si vous voulez pouvoir faire des changes au niveau, écouter les changements qui vont arriver sur vos inputs, en fait. Ok? Donc ça, bon, voilà, c'est une simple fonction, en fait. C'est votre onChange, c'est votre props qui change. Donc c'est component will receive props qui n'est plus utilisé maintenant, qu'on a get derivative props. Et en vue, c'est les props, en fait, qui arrivent. Et en fait, la méthode change. Ok? Donc, revenons à ça, ben, tout fonctionne, on est super content, ça marche super bien. On se dit, ben, ok, cool, on vient de créer un composant qui marche sur tous les browsers, nickel, ça ne nous a pas coûté grand chose, bon, juste un peu de syntaxe un peu bizarre, mais ça fonctionne. Ok? Et puis, il y a un malin dans votre team qui se dit, je suis un dieu en CSS. Et ce gars, il vient rajouter ceci. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je rajoute ceci? Donc, juste pour vous donner un petit back. Donc, on a une image, et puis, il va se dire, je vais mettre un border sur toutes les images de l'application. Et en plus, un border qui est dégueulasse, parce que le gars n'a vraiment pas de goût, quoi. Mais bon, voilà. Et donc, en fait, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, yes! Ouais, donc en fait, il vient de foutre la merde complètement sur toute l'application. Donc voilà, donc vous venez de créer un beau composant, génial, et puis en fait, ben voilà, il vient de tout foutre en l'air. Et en fait, ça c'est vraiment casse-pied, et ça c'est pour ça que personnellement je déteste le CSS, c'est que tu écris quelque chose au-dessus, et puis ça a de l'impact tout en bas, quoi. Tu te dis, mais purée, j'ai rien touché, ok? Ben en fait, ce serait cool si on pouvait avoir une encapsulation en fait. Si vous êtes en Vue, en React et tout, vous avez cette encapsulation. Ah ben en fait, il existe une technologie pour faire ça. Donc pour éviter ce genre de bêtises qui peuvent arriver dans votre application, ben, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le Shadow DOM. Donc, c'est un nom super cool, genre vraiment digne d'un super-héros, mais vraiment en mode Shadow DOM, quand ils se sont dit, on va mettre un nom un peu hipster, mais ça va être cool. Donc en fait, c'est quoi le Shadow DOM? Donc, en fait, comme il le dit, Shadow DOM, c'est un DOM dans le DOM. Donc, je m'explique. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que vous allez créer un sort de DOM, qui est en fait qui est à côté, qui n'est pas directement relié à votre DOM initial. Et donc, l'avantage, c'est que si vous mettez du CSS à l'intérieur, ben, ça n'aura pas d'impact vu que c'est pas dans le DOM. Vous avez vu, hein, ils sont géniaux, les gars. Ils sont... ECMA, ils se sont dit, waouh, on va faire un truc super cool, super intelligent, on va créer un autre DOM dans le DOM, mais qui n'est pas dans le DOM. Ouais, ok. Donc, en fait, ça donne ceci. C'est très simple. Vous appelez une méthode qui s'appelle attach shadow DOM. Vous donnez un mode open. Donc, mode open ou close, retenez open. Close, vous ne le faites pas. Et donc, qu'est-ce qui vous retourne? Ben, il vous donne un shadow root. En fait, le nouveau DOM qui est apparu. Ok? Et après, ben, c'est très simple. Ben, vous dites, ben, j'achète, très simple, je prends tout le contenu et je le mets là-dedans. Simple. Pas très compliqué. Et donc, vous obtenez ceci. Donc, vous êtes dans le DOM. Puis, à l'intérieur, vous avez un shadow root. Et donc, en fait, un autre DOM qui n'est plus connecté, mais qui est là. Et voilà. Et bien, en fait, voilà. On vient de gagner l'encapsulation. C'est cool, hein. C'est génial, mais il y a toujours un mais dans les calculs. Parce que là, en fait, vous venez de casser indirectement tout ce qui est CSS, donc cascading CSS. Donc maintenant, si vous voulez pouvoir changer le style là-dedans, je vous souhaite bonne chance. Parce que là, vous venez de créer l'encapsulation parfaite, hein. Vous n'avez plus de
c'est bloqué, c'est fini. Et donc en fait, vous n'avez pas beaucoup de choix que d'utiliser ce qu'on appelle les CSS variables. Donc si vous voulez pouvoir changer le design un jour là-dedans, ben, vous devez utiliser une nouvelle propriété. Donc ça, c'est pas encore supporté complètement. Et beaucoup de frameworks utilisent ça en fait, indirectement, ou essayent de copier la même chose. Si vous êtes en Angular, ben, il fait à peu près la même chose derrière en fait. Sauf que lui, il utilise des HTML tags. Si vous utilisez Vue, vous mettez Scoped, c'est à peu près la même chose. Et React, ben, ils ont des style components, tous les trucs du genre, qui font la même chose. Donc en fait, au final, ils refont juste ce que le browser donne nativement. Ok? Et donc avec ça, ben, techniquement, on venait de comprendre les trois propriétés qu'il faut. Donc HTML template, qui est juste en fait le template que vous allez utiliser. Custom element pour pouvoir créer un custom HTML tag. Et si vous avez besoin, et je vous conseille, utilisez le shadow DOM pour pouvoir faire de l'encapsulation. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est un conseil. Sinon, vous allez vous retrouver avec le CSS de vos composants vous allez le mettre dans l'application et puis bizarrement, le gars a overridé tout ce qu'il faut et votre composant ne ressemble plus à rien. Donc, par définition, on utilise souvent le shadow DOM. Ok? Donc maintenant qu'on a compris tout ça, bon, je me suis amusé à faire une petite utility function rapidos assez dégueulasse pour pouvoir créer ça parce que j'en ai marre d'écrire le code. Donc c'est très simple. J'ai créé une classe qui est anonyme. Bon, ça c'est du JS. Dans les autres langages, on ne peut pas faire ce genre de conneries. Mais voilà, vous avez compris. C'est juste une classe qui n'a pas de nom, que je store, et qui me permet de générer facilement mes custom elements. Ok? Où je crée le DOM et vous me donnez un template ID pour récupérer le template. C'est un peu dégueulasse, mais c'est du JavaScript. Donc ça, c'est super cool. Et donc, on fait la même chose maintenant. Donc, on récupère toutes nos cartes, et puis on appelle cette méthode 3 fois. Simple. Et boum, on a créé notre cher ami l'application. Donc là, vous venez de refaire, en fait, ce que vous avez fait en React, en Angular, en Vue, peut-être plus vite, peut-être, si vous connaissez. Sinon, ben voilà. Ok? Donc ça, c'est simple. Vous venez de faire un web component. Génial, les gars. Je vous remercie, vous avez réussi. Techniquement, le talk aurait pu s'arrêter là, en fait. Je me suis dit, voilà, c'est bon. Mais en fait, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être expliquer d'autres choses, en fait, aux gens. Ce serait cool, parce que bon, je vais quand même tenir 1 heure. Voilà. Et donc là, on va parler un peu de React. Et donc, pour parler de React, ben, je laisse à mon collègue Monsieur React, parce que bon, voilà, il jure que par React. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Et il va vous parler de React. Donc, comment faire des web components en React? Donc, je te laisse ceci. Et moi, je disparais. Donc, merci pour votre attention. Ouais. Test, nickel. Bon, moi, React, c'est mon dada. Et Booba m'a demandé de transformer l'application que vous avez vue, enfin, l'application, la carte, en React. Et puis, transformer ce code React en web component pour justement pouvoir l'utiliser dans une application Angular, dans une application Vue, ou dans du simple HTML, Vanilla JS. OK? Et donc, comment est-ce qu'on peut transformer du code React en web component? Ben, on pourrait le faire à la main. On pourrait faire utiliser, comme Booba a codé, une petite utility function qui va prendre peut-être le prototype de l'HTML element et puis patcher des trucs dessus, enfin, pour faire un truc dégueulasse à la main. Ou alors, on peut aussi utiliser une librairie. Et une des librairies qui cartonne un peu en ce moment, c'est Skate.js. Donc, qu'est-ce que Skate.js? Ben, c'est pas ça. Mais c'est une petite librairie, en fait, qui permet justement de transformer ces composants React en web component. Mais pas que les composants React. En fait, Skate.js, on peut l'utiliser avec lit.html, avec preact, avec React, mais on peut aussi écrire ses propres renderers pour l'utiliser avec Vue, Angular ou d'autres. Okay? Donc, pour créer l'application React, j'ai utilisé Create React App. Il y a des gens qui connaissent React dans la salle? Pas beaucoup, c'est bizarre ça. Bon, bon Create React App, c'est juste un petit CLI pour bootstrapper des applications React pour pas devoir faire le Babel, le Webpack et tout ça. Et donc j'ai créé l'application React en faisant ça. Ensuite, j'ai installé Skate.js, la librairie, et le renderer pour React, pour pouvoir transformer mes composants React en web component. Et puis, cette librairie Skate.js me donne 2 fonctions. La fonction wrap, qui vient du renderer, et la fonction withComponent. Ce sont tous les deux des HOC qu'on va voir juste après. Et donc, un composant React, ben, en fait, j'ai créé 4 composants React pour les 4 trucs de la classe, le container, et puis l'image, le footer et les tags. Et donc, on voit qu'il y a le CSS que j'ai mis juste dans un string parce que je ne veux pas me prendre la tête avec des style components ou une librairie un peu spécifique. Donc, on voit le CSS. On voit le composant React, pour ceux qui connaissent, ben, ici, c'est juste une fonction qui nous render du JSX.
Donc on a le style qui est directement dedans pour encapsuler, et on a un slot. Et donc un slot, c'est pas du React, c'est juste de l'HTML5, c'est juste pour faire du content projection, c'est-à-dire qu'on peut le remplir avec notre propre balisage HTML, et ça nous aide justement à créer des web components. Et vous allez voir par la suite pourquoi en fait c'est utile. Et ensuite, mon composant React, ce que j'ai dû faire pour le rendre web component, la première partie en tout cas, c'est juste créer une nouvelle classe React et l'étendre avec le with component et le wrap qui sont les fonctions utilitaires qui viennent de Skate.js. Et on peut aussi définir un getter pour les props, c'est-à-dire les attributs qui vont être passés, pour justement les récupérer dans notre composant React. Okay, donc, je ne vais pas faire la même chose pour les 4 composants. Enfin, les 4 composants, c'est la même chose. Il y a le CSS, le composant, et puis le mirror vers les web components. Pareil pour le content, et pareil pour le footer. Donc, rien de super intéressant ici. Donc, ce qui est important, c'est que, par exemple, dans l'index.js, en React, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut importer tous les composants qui ont été augmentés avec les fonctions des web components, et ensuite, juste les définir, comme ce que lui, il a fait dans HTML, c'est juste custom element.define, on lui donne un nom qui est daché, bien sûr, et le web component. Okay, rien de magique, on définit juste nos nouveaux web components là-dessus. Et donc, après, on build notre application, on a notre fichier statique avec notre runtime, le main, on a un index HTML, le service worker, mais bon, ça, le service worker, tout ça, on n'a pas vraiment besoin ici. Et puis, ce qu'on peut déjà faire, c'est juste avoir un HTML où on importe nos trucs React et on utilise directement nos composants, en fait. Directement, dans de l'HTML, on prend nos composants React et on les utilise, sans souci. OK? Et donc, ce que ça donne, ben en fait, on voit qu'on a notre carte, on a tout ça, et on voit sur la droite qu'on a le React carte qui a un shadow root, parce que la librairie injecte directement un shadow root et qui fait du CSS scoping, donc on voit que notre CSS il est bien là, et on voit React card image en children, tout ça. OK? Et donc, comme Bouba a expliqué, donc on a les attributs dans les tags HTML. Eh bien, on peut les proxy aux composants React, dans les props des composants, juste en mettant le getter statique. Donc, on a accès à tous les attributs qu'on passe. Et les lifecycles, en fait, sont mappés. Donc, c'est-à-dire, Bouba a expliqué le connected callback, par exemple, sur un web component. Eh bien, il est mappé vers le component didMount du React. Pareil pour le disconnected, c'est le component willAndMount. Et l'attribute change, ben, c'est quand le composant update. Et donc, quand un composant est monté, il est enlevé du DOM ou qu'il a changé, on peut refléter ça dans notre code React et puis réagir à ça. OK? Et donc, c'est tout pour la partie React. Je relaisse la parole à Bouba pour qu'il explique Angular. Bon, maintenant, on va voir si Angular a plus de chance, en fait. Parce que, bon, qui fait de l'Angular ici? Bon. Ah, putain, c'est génial, quoi. Bon, React, c'est cool, les gars, mais là, vous pouvez aller vous rhabiller. Hein. C'est génial, mais ils font trop les hipsters, les gens qui font du React. Bon, c'est bien. Angular for la win et for life, c'est bien. Bon, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, c'est Redman. Donc, celui qui va nous aider à faire de l'Angular. Donc, Redman va nous expliquer comment faire un web component en Angular. OK? Et donc, pour faire un web component en Angular, ben, c'est très simple. On va utiliser l'Angular CLI. Bon, vous êtes tous des experts en Angular. Tout le monde utilise ça, j'espère. J'espère. Qui n'utilise pas l'Angular CLI? J'espère que vous avez des bonnes raisons, en fait. Hein, parce que là... Ah, OK. C'est pas une bonne raison, en fait, ça. Switchez sur Angular, c'est bien. Revenez vers le côté obscur de la force. Ok, donc c'est très simple, vous utilisez l'Angular CLI, c'est juste un toolkit comme Create React App, donc ça vous permet juste de coder beaucoup plus vite, ok? Et d'avoir déjà tout ce qui est configuration de build et tout ça qui est fait. Donc vous créez un nouveau projet, bon j'étais très inspiré, il s'appelle NG, c'est cool, et j'ai mis un préfixe NGX parce que je suis super inspiré et que X c'est super cool, ok? Après, ben, on va utiliser quelque chose qui est dans la dernière version de l'Angular CLI, qui est, bon, une ou deux versions avant, je pense même, qu'on appelle le add. Donc en fait, le add, ça vous permet, en utilisant cette commande, si la librairie que vous essayez d'installer l'implémente, il vous permet de setup automatiquement votre projet pour avoir tout qui est setup et buildé. Franchement, vu que je suis une grosse feignasse, je pense qu'on va utiliser ça. Ok? Donc l'avantage de taper ça, ben, c'est que vous tapez une commande et boum, il fait tout automatiquement pour vous, tout est setup, nickel. Voilà, en fait, on peut... voilà, la présentation est finie. Non, en fait, non. Il y a encore des choses. Enfin, on a quand même un peu travaillé, les gars. Hein, ok? Donc, on va créer des composants Angular. Donc, pour les gens qui n'ont jamais vu du React,
C'est un peu moche peut-être au début, mais vous inquiétez pas, vous allez kiffer, c'est juste après quelques temps. Donc pour créer un composant en Angular, il vous faut une classe, comme en React. Puis vous utilisez les décorateurs où vous devez lui fournir des propriétés. Le sélecteur, le template que vous allez utiliser, le style, tout ça en inline. Donc les gens qui ne font pas de inline, vous souffrez. Parce que franchement, c'est simple comme ça, je trouve. Avoir trop d'HTML. Ok? Et puis en fait, vous avez un dernier truc ici. Et ça, vous allez vous dire, mais what the fuck, c'est quoi ça? Qui a déjà utilisé l'encapsulation? Juste pour savoir. Ouais, ok, pas beaucoup de gens. Ok. Bon, faudra que j'explique ça aussi. Ok, donc l'encapsulation, c'est quoi? Donc par défaut, quand vous utilisez votre application Angular, qu'est-ce qu'il fait? C'est que vous avez une encapsulation du CSS par défaut. Et en fait, le truc quand vous voyez le CSS, qui rajoute des tags bizarres, que vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fout? Et qui vous bloque pour le CSS, et que tous les designers détestent. Ben, en fait, par défaut, il y a une encapsulation. Ok, donc c'est comme ça que vous avez le scoping. Vous pouvez l'enlever, c'est déconseillé. Et donc si vous faites encapsulation, non. Mais vu qu'on est en train de construire des web components, ben, ce serait cool d'utiliser peut-être le Shadow DOM, non? Parce que bon, on est quand même en train de faire des web components, Shadow DOM c'est ce qui est utilisé. Donc, ben, Angular vient directement built-in avec une encapsulation Shadow DOM. En fait, ça c'est la dernière version, donc la V1. Il y avait une autre qui s'appelait Native en fait, qui est la version V0 du Shadow DOM. Vous oubliez. Ça n'a jamais existé. Ok? Ça n'a jamais existé. Donc vous utilisez ceci, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'avant c'était un peu buggé. Donc voilà, donc on va utiliser ceci, c'est très simple, ça marche. Donc pour tous les composants que vous allez créer, il vous faut ceci. Parce qu'on est en train de créer des web components, donc ça serait cool d'avoir ça, quoi. Ok? Donc je fais la même chose pour le footer. Donc là j'ai caché le style parce que voilà, ça prend un peu trop de place. Puis je fais la même chose pour le content. Puis je fais la même chose pour la carte. Et vous voyez, j'ai encore le slot qui est apparu. C'est important ce truc-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire de la content projection, en Angular, tout le monde va penser... Ok, il n'y a personne. Ok. NG content, ça vous dit quelque chose? Voilà, content projection, NG content. Ben en fait, si vous utilisez NG content, eh ben ça marche pas. Pourquoi? Ben on est en train de construire un web component, les gars. Donc on va utiliser ce que le browser fournit, quoi. Sinon, ça marche pas. Donc si vous voulez faire de la content projection, vous utilisez slot. Ok? Et ça ne marche qu'avec la version 7, en fait. Parce que avant, ben, voilà. Voilà. Ok, donc vous êtes obligé de migrer vers la version 7. Voilà. On peut en rediscuter après. Ok, après, ce qu'on fait, c'est très simple. Ben, on doit déclarer dans notre module notre application. Donc, tous nos composants qui sont là. N'oubliez pas le browser module. Après, ben, là. Puis, on va tout mettre ça dans l'entry component. Qui a déjà utilisé l'entry component? Ah, génial. Donc, vous êtes des advanced gars, les gars, vous êtes des experts, parce que ça, c'est assez complexe. Donc, qu'est-ce que c'est l'entry component? L'entry component, c'est par défaut, quand vous déclarez votre application, un composant, par défaut, ça veut dire que vous êtes en train de dire à Angular, je vais l'utiliser dans mon template. Okay? Et donc, je vais laisser le compilateur faire automatiquement l'instanciation de ce composant, quand il va commencer à parser votre HTML. Si par malheur, vous voulez faire des composants de manière dynamique, ce qui arrive, ben vous êtes obligé de les déclarer dans l'entry component pour dire à Angular, attention, il y a ce composant-ci qui existe, mais tu ne le trouveras pas dans le template. Mais je vais quand même, par moment, le construire. Et donc en utilisant par exemple tout ce qui est vue container ref et tous les trucs un peu advanced et fous que personne n'utilise vraiment. Mais voilà, si un jour vous en avez besoin, c'est ça. Ok, donc on est obligé d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu qu'on va utiliser un custom element, on ne va pas le mettre directement dans le browser. Donc on va les compiler avant. Et donc on va dire à Angular, attention, il y a ces composants-là qui existent qui sont Angular, mais je vais d'abord les compiler pour les custom elements. C'est pour ça que vous en avez besoin. Ok? Donc c'est très simple. Après, on a fait ça. Et puis, vous devez rajouter ce qu'on appelle le custom element schema. C'est juste pour dire à Angular, attention, peut-être que tu vas voir des custom elements. Donc si Angular rencontre un tag avec des tirets, il ne va pas vous exploser à la gueule en vous disant, hey, ce tag-là n'existe pas. Il sait que c'est un custom element qui est peut-être là, t'inquiète, on gère. Okay? Et après, et là on rentre dans les trucs un peu advanced. Donc on va utiliser ce qu'on appelle l'injecteur. Donc l'injecteur, vous savez que dans Angular, on a dependency injection. Donc par défaut, vous avez un injecteur pour gérer tout ce qui est dependency injection. Vous en avez besoin pourquoi? Parce que vous avez des composants Angular. Si vos composants Angular utilisent la dependency injection, je pense qu'il serait judicieux de leur donner l'injecteur pour qu'ils puissent générer les dépendances. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt à injecter l'injecteur. Après, on va utiliser l'ingdo bootstrap. Donc qu'est-ce que c'est l'ingdo bootstrap? Je pense qu'aucun de vous l'a utilisé. C'est un peu un truc assez bizarre. Mais en fait, vous allez tous utiliser le bootstrap dans le component, ng module en fait. C'est pour dire quel est
le premier composant qu'on doit render. Okay? Ben, le ng Bootstrap, c'est la même chose en fait. C'est dire en fait tous les composants. Donc si vous vouliez, vous pouvez enlever le Bootstrap dans le ng component et appeler le component ref et générer votre composant dans le ng Bootstrap manuellement. C'est suicidaire. Ne le faites pas. Mais là, on en a besoin. Pourquoi? Parce que ben, on est en train de créer des composants, des web components. Donc c'est quelque chose à côté. Ben, on n'a pas le choix. Okay? Donc ici, ben, simplement, j'écris une configuration où je fournis l'injecteur. Après, ça va très vite. J'appelle une méthode create custom element. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la même que celle que j'avais créée là tantôt. C'était juste fortuit que j'ai appelé ça de la même manière. Ben voilà, l'équipe Angular a fourni quoi? Ben, dans Angular Element, vous avez une méthode qui vous permet de transformer facilement tous vos Angular Components en Web Component. Vous lui fournissez le nom, vous lui fournissez une configuration en fait, quel est l'injecteur qu'il doit utiliser. Voilà, c'est pas très compliqué. Puis vous appelez la même chose, ben, on va définir, on va dire, hey, browser, je sais que je suis en train de créer des composants un peu bizarres, ben, tu peux les registrer s'il te plaît. Et enfin, c'est magique, on fait juste build prod, il génère ceci, voilà, c'est fini. Et donc là, vous avez créé vos composants, vous affichez, bon, et vous les appelez. Et pourquoi le slot est important? Pour pouvoir faire NGX card et mettre mes composants children à l'intérieur, j'étais obligé d'avoir le slot. Si je ne l'avais pas mis, ben en fait, tous les enfants, ben ils ne les renderent pas. Donc en fait, quand vous utilisez une div, en fait, il y a un slot derrière. Hein. C'est juste qu'ils l'ont caché pour vous faciliter la vie, mais en fait, c'est la même idée. Okay? Et donc, ben, on se retrouve avec la même chose. C'est super, ça marche, tout le monde est content, tout le monde est beau. Donc vous avez vu, c'est de l'Angular. Donc vous voyez que c'est de l'Angular au-dessus, NG version 7.0. Mais à l'intérieur, c'est c'est un web component. Donc voilà. Donc c'est comme ça. C'est très simple à faire en fait en Angular. C'est déjà built-in, ils ont déjà pensé au truc. Ça fonctionne nickel. Bon, maintenant c'est cool Angular, mais il y a un gars qui aime trop Vue aussi, donc on doit le laisser parler. Mais avant ça, on va parler d'autre chose, qui est les inputs. Donc en fait, par défaut, tous vos inputs que vous allez déclarer dans vos composants, bah, ils vont être proxy en tant que propriété et attribut. C'est gratuit, c'est fait. Okay? Tous vos events, donc tous les outputs, ils vont être écoutés et vont être dispatchés en tant que custom event, comme pour un web component. Donc tout ça, il fait automatiquement pour vous, vous n'avez rien à changer. Okay? Et enfin, pour les gens qui aiment Angular, ben, les lifecycles ben, sont mappés aussi, donc vous n'avez pas vraiment besoin de vous prendre la tête. Ben, ng on init, ng after content checked, ng on destroy et ng change. Donc c'est cool, ça fonctionne. Bon, je suis censé quand même redonner la parole au gars Vue, donc voilà. Bon, je t'en prie. Bonjour tout le monde. Donc déjà, qui dans la salle a déjà entendu parler de Vue avant aujourd'hui? Ça va, c'est déjà bien. Qui a déjà pratiqué Vue avant aujourd'hui? Ok, vous êtes mes nouveaux meilleurs amis. Donc, vous allez oublier tout ce que vous avez vu avant, et je vais vous montrer comment créer des web components de manière très simple. Donc tout d'abord, si ça veut bien, non, pas dans ce sens-là, non. Voilà. Donc tout d'abord, pour faire ça de manière simple, on va juste installer le CLI comme en Angular et comme en React. On va créer notre application avec juste la commande vue create et le nom de votre application. Jusque-là, c'est pas très compliqué et c'est un peu comme les autres. Ensuite, en Vue, on utilise des files .vue et dans ces fichiers, on utilise trois parties. La partie template, où on va avoir notre HTML, et donc ça ressemble beaucoup au template d'un point HTML, c'est un peu fait exprès. Et à l'intérieur, vous voyez, vous avez vos classes, votre HTML, et aussi le slot qui est ici en Vue exactement le même qu'en HTML5. Parce que le gars qui a créé Vue s'est dit, on ne va pas compliquer les choses. Ensuite, vous avez la partie script, bizarrement comme en HTML. Et donc là, on va venir y mettre notre JavaScript. La seule différence ici, c'est que l'objet exporté sera votre composant, et donc toutes les propriétés à l'intérieur de cet objet auront une importance. Donc ici, vous pouvez voir que je lui donne un nom, mais on pourrait lui donner une clé props qui sera vos propriétés, une clé data qui sera votre state, une clé méthode qui seront toutes vos méthodes de votre application. OK? Enfin, la dernière partie, c'est la partie style. Et donc là, on va venir y mettre tout ce qui est CSS, SCSS, et aussi, vous pouvez voir une propriété scope qui va nous permettre de donc, utiliser le shadow DOM et de scoper notre CSS à notre composant. OK? Jusque-là, pas très compliqué. On a fait exactement la même chose pour tous les autres composants. Donc aussi, ici, on peut aussi voir
le card content avec le template, le script et le style. Pareil pour le footer. Et enfin, pareil pour l'image. Alors maintenant, c'est la meilleure partie. À votre avis, comment on va créer notre web component à partir de là? Ah ben c'est simple, avec le CLI. Parce que le CLI nous permet de construire notre web component directement. Et donc, on a juste une petite commande qui est vue service, vue CLI service, qui est installée directement avec quand vous créez une application vue. Et donc, vous pouvez juste faire, par exemple, npm build ou npm yarn build, et ça va lancer le vue CLI service. OK? Ensuite, on a besoin de deux propriétés. La première, target, avec le WC. Donc, on ne parle pas de toilette ici, on parle bien de web component. Et ensuite, vous pouvez voir qu'il y a dans la deuxième ligne WC async. Et donc, là, on va dire directement qu'on veut construire un web component, mais de manière async. Qu'est-ce que ça va nous permettre? C'est que le web component, on ne va pas charger son fichier JavaScript tout de suite au démarrage de l'application. On va charger son fichier JavaScript au moment où on va l'utiliser. Et donc, ça permet que si on a une grosse application, on gagne en performance, parce que par exemple, si on a plusieurs pages, etc., on ne va pas load directement tous les fichiers JavaScript. Ensuite, vous voyez une deuxième propriété, name, qui va nous permettre de préfixer nos web components. Et donc, on met ici juste viewCart. Et enfin, la dernière partie, le path. Et donc, on va dire, on va donner le path où se trouvent tous nos composants dans notre projet. Et donc, ici, vous pouvez voir que c'est dans source. Et je mets une étoile pour dire de prendre tous les fichiers .vue de mon application. Simple. Et là, ça va construire mes web components. Ensuite, vous pouvez voir aussi que si vous avez envie, vous pouvez juste construire un build pour chaque web component juste en allant directement chercher le nom du fichier. OK? Donc, voilà. Là, on a notre web component, on a notre librairie. Mais il s'est dit aussi que ce serait bien si on pouvait le faire avec un fichier JS, parce que parfois, les gens préfèrent le faire de manière plus conventionnelle. Et donc, on peut utiliser une petite librairie qui s'appelle Web Component Wrapper. Qu'est-ce que ça va nous donner? Une simple fonction. Et on a aussi besoin de l'instance de vue. OK? Donc là, c'était un peu trop loin, mais c'est pas grave. Là, à Wrapper, on va juste lui donner en premier argument l'instance de vue, et ensuite le composant en deuxième argument. La façon dont je l'importe ici, c'est juste pour le transformer de manière async, mais on peut très bien l'importer de la même manière qu'on importe vue ou le wrap de la librairie. Ça revient à la même chose. OK? Et donc maintenant, quand on a fait ça, on doit aussi define l'élément dans le DOM. Simple. Et quand on a fait ça, on réutilise notre CLI préféré et on fait... Oh. Non? Un peu trop loin? Voilà. Notre CLI préféré. Et au lieu de pointer directement sur un fichier vue ou sur tous les composants de l'application, on va directement sur le fichier JS. Et ça fait exactement la même chose. Donc maintenant, je vais vous montrer le dossier quand c'est build. Dans l'autre sens. Donc, quand c'est build, ça nous donne un dossier, dist, avec tous nos fichiers. Donc vous pouvez voir qu'il a directement séparé les fichiers JS si on le met de manière async. Et donc, à ce moment-là, ça permettra de le loader au moment où on va l'utiliser. Et il nous donne directement aussi un demo.html. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le demo.html? Ceci, avec directement le script qui va importer l'instance de vue. Il va directement importer le premier fichier qu'il a besoin pour importer les web components. Et il va nous mettre nos web components. Simple. Vue veut tout faciliter, vous n'avez quasi plus rien à faire. Et donc maintenant, si on ouvre demo.html, on peut directement voir qu'on a notre carte avec nos web components sur la droite qui sont préfixés avec viewCart. On ne peut pas faire plus simple. Hein? Ouais, on peut pas, franchement. Et alors, bien sûr, comme tous les autres frameworks, si vous avez un attribut, il va être automatiquement passé en props au composant. Si vous émettez un événement du composant vue, vous pouvez aussi écouter sur le custom event de l'élément du web component. Et enfin, vous avez aussi les lifecycles qui fonctionnent de la même manière qu'en Angular et en React, à part qu'ici c'est created, mounted, destroyed et updated. Simple. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais rendre la parole à Bouba qui va vous parler de la fusion. Bon, alors il fallait que je mette un délire, hein, franchement les gars. Il fallait que je mette un truc un peu Dragon Ball-esque, truc, parce que Dragon Ball c'est la vie, vous savez, donc c'est la passion. Donc maintenant, vous avez vu tout ça, on peut faire dans les 3 frameworks. Bah, ce serait cool que je vous montre en fait que l'interpolabilité que j'ai parlé au début, que c'est peut-être pas du pipeau que ce que je raconte. Bon, c'est peut-être un peu vrai, mais il faut bien que je vende du rêve.
Ok. Et donc, pour pouvoir faire ça, c'est très simple. On récupère tout ce qu'on a fait en vue. Ok. On prend tous les scripts, on prend tous les cartes qu'on a générées. On refait la même chose pour React. Donc, on récupère la même chose, tout ce qui a été buildé, le runtime, le main fichier. On fait la même chose pour Angular, parce que pour Angular, voilà. Runtime, polyfill, style, script. Puis après, il suffit juste de faire ceci. Donc, on récupère le composant Angular, on lui fout le composant React, on mélange ça avec un composant Vue. C'est complètement dégueulasse, mais ça le fait. Donc, ce qui veut dire que là, je viens de mélanger les 3 frameworks directement, en fait. Et donc, en fait, vous avez techniquement 3 applications différentes qui viennent de fusionner. 3 styles de code qui viennent de se fusionner. 3 équipes différentes qui viennent de travailler ensemble pour construire une application. Franchement, c'est pas beau, ça? Et donc, en fait, on se retrouve à avoir ceci. Et donc, vous voyez bien, en fait, à l'intérieur que si vous regardez dans Vue, vous avez Data Vue, blablabla. Ça, c'est Vue. Si vous remontez, vous voyez Angular. Et au milieu, vous avez du React. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Parce que bon, là... franchement, vous n'êtes pas ébahis. Franchement, c'est beau. Hein. Genre, on a réussi à faire... Il n'y a plus de guerre, en fait, entre les frameworks, là. Hein. Le gars qui me dit qu'il préfère Vue, Angular, ou truc, tu venais, il lui fait... Tu te tais. Tu te tais. Donc, en fait, la raison pour laquelle on a fait ce talk, c'est, je pense que vous avez remarqué que en JavaScript, on a vraiment ce problème de un peu casanier, et un peu, on est un peu comme des religieux. Chacun a sa petite religion de service, qui est Angular, Vue, React. Et si quelqu'un essaie de toucher à l'autre religion de l'autre, ah ben là, c'est la guerre. Et voilà, c'est comme ça, c'est un peu ce qui arrive souvent en JS, mais en fait, réellement, si on regarde comment les différents frameworks sont construits, en fait, je vois pas l'intérêt. Les 3 frameworks quasi font la même chose de manière quasi identique. Chacun a pris un petit goût un peu différent, mais au final, vous faites la même chose. Ok? Donc, que vous soyez du Vue, que vous fassiez du Angular, que vous fassiez du React, du Stencil, de l'Ionic, ou que je ne sais quoi, au final, si vous revenez vers la source qui s'appelle les Web Components, en fait, c'est la paire, en fait. Ok? Et donc, il y a un truc avant, bon, vous allez me dire, ouais, c'est cool, tout ça, mais en fait, tu sais, on est en JavaScript, les gens sont jamais d'accord, la stabilité, ça n'existe pas. Et donc, en fait, si vous regardez ici, la plupart des browsers le supportent. Bon, Edge, vous savez, Microsoft, ça arrive encore, ça arrive. Vous inquiétez pas. Mais vous inquiétez pas, pourquoi? Parce qu'il y a des polyfills, en fait. Donc, au final, vous savez, sur n'importe quel browser, s'il manque un des 3 éléments, HTML Element, Custom Element ou Shadow DOM, il y a un polyfill qui le fixe. Mais en fait, au fur et à mesure que les browsers vont avancer, en fait, pour moi, je pense que ça va être ça va être la norme. Et pourquoi c'est cool de faire des web components? Parce que vous allez me dire, ouais, c'est cool, mais non, mais moi, j'aime bien mon React. En fait, il y a ce slide qui est super cool, qui est en fait ce que vous donne l'OD quand vous utilisez une application, en fait. Donc, quand vous utilisez de l'Angular, du React ou du Vue, en fait, pour que ce truc-là fonctionne, vous envoyez beaucoup de données, hein, parce qu'il faut le runtime, il faut le compilateur, il faut Babel en même temps, Webpack aussi, parce qu'on se dit, tant qu'à faire, on met tout dedans, ok? Et donc, si vous regardez que si vous utilisez du natif, en fait, c'est ce qui prend le moins de place, en fait. Donc, si vous voulez avoir généralement des applications qui sont peut-être, quand je dis performants, Angular, React, Vue sont performants, ne me faites pas dire le contraire, je n'ai pas dit ça, ok? Mais si vous voulez améliorer en termes de performance, mais vraiment pour faciliter le loading de votre application et tout, au final, il faut rester sur du natif. Moins d'abstraction. Au final, c'est normal. On a moins d'abstraction, on a moins de pouvoir au-dessus, on arrive à la même chose. Donc c'est pour ça que si vous voyez Polymer, bon, on n'a pas mis Angular et tout, vous arrivez à la même chose. Stencil, c'est un bon truc aussi, qui est bien parce que c'est un mélange entre React et React et Angular, qu'ils ont repris les deux. Donc c'est fait par l'équipe Ionic, qui vous permet en fait de vous coder comme si vous étiez en React et en Angular, en utilisant TypeScript. Mais lui, ils ont été malins, ils ont dit, pouf, on va pas se prendre la tête, on compile direct en web component. Allez, c'est fait, réglé. Donc il n'y a aucun problème en fait. Donc eux, c'est pour ça que vous avez un footprint qui est quasi vide. Sinon, Sketch.js ou Light.html, ça reste les choses qui sont les moins chères. Ok? Donc, ça va être bientôt la pause, donc on vous remercie de nous avoir écoutés. Ce fut un plaisir. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, non, mais il fallait que j'arrête. Hein. Je savais que tu allais le dire, mais ok, merci. Ce fut un plaisir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas.